Bonjour, du coup, est-ce que vous pouvez me dire pour vous ce que c'est le polyamour? Ah, le polyamour, Le polyamour. Euh, polyamour. Ah non, je sais pas comment dire en fait. j'ai entendu parler, hein, je sais pas trop. Faut être poli en amour, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Le polyamour, je dirais l'amour à plusieurs personnes. C'est quand quelqu'un peut aimer plusieurs personnes. C'est une multiplication des amours, quoi, je veux dire. Alors pour moi, ce serait d'avoir plusieurs personnes avec qui on sortirait, donc plusieurs personnes enfin, pour lesquelles on ressentirait des sentiments. Ouais, je pense que ce serait ça. Même si l'amour n'est pas le même du tout entre les personnes, entre les différentes personnes, il peut les aimer quand même. Des termes un peu modernes maintenant qu'on emploie. J'ai une jeune fille qui a 17 ans qui m'en parle un petit peu de tout ça. Voilà, quoi, c'est l'amour multiplié par peut-être, je sais pas, plusieurs partenaires, hommes, femmes, je sais pas, des choses comme ça, voilà. En fait, c'est avoir plusieurs, un partenaire peut-être ou pas prioritaire et d'autres qui sont moins ou je sais pas en fait. Je ne sais pas que vous répondre, mais dites-moi vous, qu'est-ce que c'est que le polyamour? Alors le polyamour, ça a une définition assez large et qui est propre à chacun. Le polyamour au sens large, ça veut dire amour multiple. Et du coup, voilà, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est inné à leur personnalité. C'est des personnes qui peuvent potentiellement tomber amoureuses de plusieurs personnes en même temps. Et c'est propre à eux-mêmes et c'est comme ça, ils y peuvent rien. Et donc c'est la façon dont ils vivent leurs amours. Pour d'autres personnes, c'est différent, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'acquis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui ont réfléchi à ces questions-là, qui ont une philosophie qui convient davantage à justement toutes les valeurs qui sont associées au polyamour. Et du coup, en fait, ces personnes-là, elles ont décidé que c'était plus proche de leur réalité et elles vivent dans le mode relationnel du polyamour. Donc en fait, on peut distinguer un peu le mode émotionnel du polyamour qui est de pouvoir tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps et le mode relationnel qui est donc d'avoir des relations amoureuses pour plusieurs personnes en même temps. Bonjour, je m'appelle Thomas donc, mon pronom c'est il. Et ma situation amoureuse actuelle, alors j'ai, alors je n'ai que des relations à distance puisque je viens de déménager dans une nouvelle région. J'ai une amoureuse qui est à Toulouse et j'ai une autre amoureuse qui, elle, habite en Dordogne et moi j'habite en Bretagne. Et j'ai quelques relations moins, que j'appelle moins signifiantes, qui ont moins de place dans ma vie. On peut les appeler comme on veut. C'est des amis, amantes. Voilà, je sais pas comment les appeler, mais c'est des personnes que je vois beaucoup moins souvent, mais avec lesquelles j'ai parfois des relations intimes. Alors moi, je serais plutôt en anarel, comme tu dis, en anarchie relationnelle. Je pense que c'est un terme qui me convient bien, mais aussi et surtout ce qu'on appelle polyamoureux solo. C'est un terme en plus que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais quand je l'ai vu et quand j'ai vu la définition, j'étais assez contente parce que je me suis dit oui, c'est moi, du coup c'est vraiment moi pour le coup. C'est plus être une personne qui n'aura pas de couple à proprement parler, de vraiment fixé, connu, etc. Mais qui a la possibilité de voir autant de gens qu'elle veut, mais d'une manière égale à égale avec tout le monde, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est très à cœur. J'ai pas forcément envie de valoriser une personne plus qu'une autre, et à chaque fois que par concours de circonstances, je dois ou j'ai envie de valoriser une personne plus qu'une autre, ça se finit pas très bien. Du coup, en ce moment, on évite et ça se passe plutôt bien comme ça actuellement. De base, j'ai commencé à être en relation libre il y a 2 ans, donc je ne le considérais pas comme polyamoureuse, parce que je le savais pas, ça m'est tombé un peu dessus. En fait, t'aimes plusieurs personnes en même temps, c'est incroyable. Et, euh, et du coup, de base, c'était une relation libre et relation principale. Et en fait, à partir du moment où
je suis tombée amoureuse d'une autre personne, ben, en fait c'est pas trop... Enfin j'ai envie d'avoir... Enfin qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre mes relations parce que je trouvais ça injuste et que bah, c'est juste différentes relations, il n'y a pas genre de préférence ou juste c'est différent. J'ai voulu commencer à m'organiser à un moment donné parce que j'ai jamais eu autant de relations que maintenant. Avant j'avais 2, 3, 4 personnes et je n'avais jamais fait plus. Et là j'en ai vraiment beaucoup plus et je me suis dit il faut que je commence à m'organiser. Mais en fait je me suis organisée 2 semaines et je me suis dit, j'ai vu que c'était pas possible en fait, que mentalement s'organiser, ça veut dire que tu vois des gens pas forcément quand on en a envie. Et du coup, c'est pas naturel. Du coup, maintenant, je m'organise plus et juste, je me demande qui j'ai envie de voir, qui j'ai envie d'appeler, à qui j'ai envie de parler. Et je vois si c'est réciproque. Et voilà, c'est tout. Donc, en ce moment, je suis du coup dans une relation polyamoureuse où moi, j'ai un seul partenaire. Du coup, je sors avec Louise depuis 5 ans maintenant. Voilà. Je suis dans ce qu'on appelle une polycule de 5 personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont des relations de couple les unes avec les autres. Ça fait depuis le début de notre relation avec Louise qu'on est dans une relation libre. Voilà. Moi, c'est la première fois que je fais une relation de ce type-là. J'en ai pas eu avant. Et le gros point qui est en train de se mettre en place, là en ce moment en plus, c'est qu'on a pour projet d'essayer de vivre tous ensemble tous les 5. Voilà. Voilà, donc on vit tous les 5, on sort pas tous les 5 ensemble, hein. Voilà, sur 5 personnes, il y a 3 couples en tout, parce que on est sur 2 villes différentes tous les 5 pour l'instant. Voilà. Donc on aimerait bien se faire une petite colocation pour voir si on y arrive. Voilà, et surtout et que tout le monde puisse faire son couple sans réduisant les contraintes de temps allouées à tout le monde en fait. Tout ça, c'est... Voilà, d'un point de vue plus en pratique, c'est ça quoi. C'est essayer de pouvoir avoir toutes tes relations à égalité et te poser moins de questions parce que tout le monde est disponible dans l'immédiat quoi. Alors il existe plein de relations possibles. Donc moi par exemple je peux parler, par exemple il est possible d'avoir une relation hiérarchique. Donc c'est-à-dire qu'il y a un couple socle et des relations secondaires. Donc le couple socle, ça peut être la personne avec qui tu décides de faire des enfants, tu te maries, etc. C'est ta relation principale. Mais à côté de ça, ils ont des relations autour parce qu'il y a aussi toute cette notion de non-possession. Voilà, donc la personne peut complètement être libre autour de sa relation principale. Du coup, moi je suis marié avec Marion. Je suis également en couple depuis un tout petit peu plus d'1 an avec une demoiselle qui s'appelle Alexandra, qui n'est pas disponible aujourd'hui parce qu'elle n'est pas en France pour l'instant. Et je fréquente quelques autres personnes de façon plus ou moins sérieuse. Voilà. Donc moi je suis en couple avec Marion depuis bientôt 1 an maintenant. Et actuellement je n'ai personne d'autre de vraiment, enfin j'ai pas d'autres relations en cours actuellement. Moi du coup je suis mariée avec depuis 2018 et oui. Et du coup, comme tu viens de le dire, depuis bientôt 1 an avec Alex et je ne cherche personne d'autre. Voilà. Donc, polysaturation. Ouais, polysaturé à 2. Quand j'ai commencé ma relation avec Louise, donc je me disais, moi j'ai jamais eu de relation comme ça avant. Voilà. Louise non plus, mais elle s'était bien rendue compte que pour elle c'était impossible d'avoir une relation monogame, ça ne marchait pas du tout. Et pour être franc, quand on s'est mis ensemble, le premier truc ça a été on essaye de se mettre en relation libre et on voit déjà si ça fonctionne. Parce qu'il n'était pas question d'essayer de faire une relation monogame et que ça fonctionne pas et de forcer ça. Voilà. Donc on a commencé par faire ça les premières années. Voilà. Et au fil du temps, justement, le fait d'avoir une relation ouverte, du coup on rencontre des gens. Voilà. Et au bout d'un moment, Louise elle a rencontré quelqu'un d'autre où elle avait envie que ce soit d'avoir plus avec elle en fait. De dire voilà, j'aimerais bien être en couple avec lui aussi. Et du coup on s'interroge, on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est en fait, est-ce qu'on peut le faire ou pas, et du coup on cherche et on rencontre des gens et on se rend compte que ça existe en fait. On a ouvert notre couple
non? Ouais. Moi, je trouve couple libre, c'est bien. Enfin, souvent, c'est ce que je dis. Je trouve que ça fait une définition assez large. Enfin, souvent, on utilise plus ça que polyamour parce que... pas que la définition soit mauvaise, ça nous va bien, mais... je sais pas, je trouve que couple libre, c'était bien. Ça faisait une espèce de grande catégorie où on pouvait mettre un peu tout dedans et que ça collait pas trop d'étiquettes sur des fois Moi, des je choses qui trouve nous que allaient pas ça trop. fige Ouais, je suis d'accord. ça fige une situation qui pour nous est pas forcément figée. Ouais. Et puis ça Parce que ça a beaucoup évolué avec le temps. Ça fait voilà. 14 ans qu'on est ensemble. Et du coup, en 14 ans, quand on s'est rencontrés à la fac. Et du coup, on a vécu 6 mois ensemble. C'était un peu une évidence. On s'est dit, ça se passe bien. Et c'était une époque où on découvrait notre sexualité, où on l'a beaucoup construit ensemble. Pour l'instant, c'est ce qui nous va le mieux et c'est ce qui nous plaît le plus. Donc du coup, je trouve que couple libre fonctionne bien sur le côté où, non, on n'est pas exclusif. Oui, ça nous apporte beaucoup d'équilibre de pas l'être. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette deuxième personne, elle vit dans une autre ville que nous. Et du coup, très vite, on a pris la décision qu'il allait vivre 1 mois sur 2 chez nous. Voilà, parce qu'avec Louise, on vit ensemble. Voilà, depuis le début, on se voyait pas vivre dans des endroits différents. Donc là, depuis 1 an, on vit 1 mois sur 2 à 3 chez nous. Voilà. Et c'est notamment suite à ça et le fait qu'elle se passe bien qu'on a pris la décision de vivre tous les 5. Voilà, c'est un truc un peu amusant. Là, quand on vit à 3, du coup, c'est poser la question de comment est-ce qu'on dort. Voilà. Et on a un planning de lit. Voilà. on a un planning de lit. Voilà, où on décide à l'avance qui dort avec qui tel jour. Alors oui, effectivement, ça comme ça fait pas très sexy. Évidemment, bien sûr, des fois, le planning de lit, on n'est pas obligé de le respecter. C'est pas grave. Mais au moins, là, déjà, ça sécurise tout le monde. Le jour où... Sinon, moi je rencontre quelqu'un et que en fait je vais passer la nuit en dehors de la maison, et peut-être que pour décider quel jour je vais le faire, je vais regarder le planning de lit et faire en fait ce soir là ça va être moins compliqué parce que de toute façon j'avais pas prévu avec ma compagne qu'on soit ensemble cette nuit là. Voilà. Et en fait ça rend les choses plus simples et en fait plus spontanées. Pardon, du coup tu t'allais dire... Premier truc, le proprio est pas d'accord qu'on loue la maison. Donc Pour voilà, la maison. comme ça c'est fait. Ah putain. Voilà. Ah non mais vous vous rendez pas compte à quel point on se projette depuis 2 jours avec Anto. Genre on est là, oui on va pouvoir faire ci et ça, non, genre je suis archi... Par contre, la visite d'aujourd'hui a l'air beaucoup plus chaud quand même. Oui, alors bon, du coup aujourd'hui il est vraiment très cool l'appart. Mais c'est vrai Oui, que la on maison, va je suis prendre pas sûre, celui-là. il y a des- Si ça vous va... Ça vous va, on prend celui-là. On va en parler. On va en parler, mais ça vous va, on prend celui-là. Parti dans ça. Faites pas attention à lui. Mais non, mais on va en parler. c'est juste Moi, je que... suis hyper chaud pour l'appart. Hein. C'est juste que si on veut quelque chose, à un moment, il va falloir visiter un truc et faire oui, tu vois. Ah oui, c'est ça, oui. Non, mais moi je suis chaud. Hein. Bon voilà, c'est fait. Salut. Alors, C'était assez dingue. C'est assez dingue le moment où j'ai compris que j'étais polia. Vraiment, du coup, j'étais en relation libre avec Angie, ça faisait à peu près 1 an. Et j'ai rencontré cette fille où vraiment c'était le crush énorme. Je le sentais venir, je dis ok, je crois qu'il se passe quelque chose de très très fort. Et ça m'avait fait un peu paniquer. Parce que du coup, je me dis, mais est-ce que du coup... moi j'avais cette peur, c'était, mais est-ce que du coup je vais perdre des sentiments pour la personne avec qui je suis depuis 1 an. J'avais vraiment ce truc-là, à dire non, en plus je dis non, je veux pas que ça s'arrête, surtout pas. Et j'ai capté que ça changeait en rien ce que je ressentais avec mon autre relation, et j'étais... c'est cool. Moi du coup... On va devoir aborder un petit peu mon historique personnel, mais quand j'étais avec du coup, déjà au début de notre relation, c'était un petit peu polyamoureux pas éthique, on va dire. Parce que du coup, j'étais avec lui et en même temps avec mon ex sans que mon ex soit au courant. Par contre, lui l'était. Et après ça, en fait, quand est devenue ma relation principale,
On a eu un moment où on était très bien tous les deux, et puis un moment où, du coup, entre guillemets, ça suffisait plus. On avait envie de rencontrer d'autres personnes, etc. Donc on avait décidé d'ouvrir notre couple, en se fixant les traditionnelles règles qu'on voit partout passer au final, qui sont les erreurs de débutants, entre guillemets, de bébés polyamoureux. Et au final, on s'est rendu compte, alors qu'on avait comme règle de faire cesser la relation s'il commençait à y avoir des sentiments, on s'est retrouvés en même temps, tous les deux un petit peu à se regarder en chien de faïence, à se dire mais en fait je suis amoureux de quelqu'un d'autre, ah moi aussi, ah du coup, on s'est pris la tête en plus. Du coup comment on fait? Bah tu m'aimes toujours? Oui. Et toi? Oui. Bon ok. Voilà. Et donc de là en fait on a commencé à se dire que on fonctionnait comme ça, c'était normal, ça changeait rien à notre relation, et du coup là on a commencé à je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à fouiner un petit peu. On a eu une dynamique beaucoup plus saine déjà. Oui, mais de se renseigner sur ce que c'était. Oui. Enfin, tu t'es renseigné. Oui. Parce que c'est toi qui as trouvé le vocabulaire, hein. Moi j'avais pas besoin de mots pour être content, mais effectivement avec les mots ça va mieux. Et de ce moment-là, de savoir ce qu'on était, et qu'il y avait surtout d'autres personnes qui fonctionnaient comme nous. Ça a permis de se dire qu'on avait une dynamique certes atypique, mais normale. Et au final, c'est là que j'ai vraiment compris que je fonctionnais comme ça, et parce que avant, je me flagellais beaucoup à me dire, parce que la norme mono-amoureuse, etc., à me dire que c'est pas normal si je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, ça veut dire que j'aime plus ma relation principale, qu'il y a un problème, qu'il faut que je fasse un travail sur moi, que c'est moi la fautive. Nuançons, il y a effectivement des personnes pour qui le fait de tomber amoureux d'une autre personne, c'est effectivement qu'ils sont plus amoureux d'autres, qu'ils sont plus intéressés. En l'occurrence, c'était pas Mais le cas. c'était pas notre cas, et c'est en me rendant compte de ça au final que je me suis dit que c'était peut-être pas moi qui avait un problème, c'était juste qu'on fonctionnait pas pareil en fait. Et du coup, de rencontrer d'autres personnes, que ce soit virtuellement ou IRL, ça a permis vraiment de... Il y en a d'autres comme nous. Et de vraiment dédramatiser un petit peu tout ce qui a pu nous passer par la tête ou nous peser sur les épaules pendant des années, de se dire que peut-être on était détraqués ou qu'on n'était pas fait pour ce monde-là, enfin voilà. Alors, puis on aurait été détraqués ensemble. Oui, voilà, on aurait été détraqués ensemble. Il y avait une amie à un moment qui m'avait dit une phrase toute faite, non mais si t'en aimes deux personnes, c'est que t'aimes pas forcément bien la première. Et dans ma tête, je suis en mode, non, j'aime bien ces deux personnes, en fait, comment ça se fait, comment on fait, du coup. Sauf que autour de moi, c'était inconnu, ça se faisait pas, je savais pas comment parler, j'étais au milieu de nulle part, et du coup, j'ai dû me débrouiller un peu comme je pouvais pour gérer ça. Et spoiler, j'ai mal géré, parce que quand on est largué avec juste cette définition toute seule, sans pouvoir en parler, sans même savoir comment en parler, à défaut de paraître pour quelqu'un qui aime pas vraiment les gens, qui se sert des gens, ou qui veut juste être libertine, les raccourcis se font rapidement. Du coup, ça a dûu attendre quelques mois, voire quelques années, avant que vraiment j'empoigne ce mot et que je me dise vraiment, non mais là c'est ce que tu es. Et aujourd'hui, même en un an et quelques, en quelques mois, j'ai un bagage incroyable qui me permet de mieux en parler et de mieux m'expliquer, et surtout aussi d'expliquer aux gens que c'est valide, et même parfois de faire découvrir aux gens qu'ils le sont aussi. Donc voilà, c'était un peu la période de comment je m'en suis rendu compte, mais je pense que c'est toujours encore en cours d'évolution en fait, au fur et à mesure des mois, des semaines. J'apprends des termes, je regarde les expériences des autres personnes, et moi-même je me pose des questions sur est-ce que moi je préférais une situation comme ci ou comme ça, et au final ça évolue. C'est ça aussi que je me suis rendu compte, c'est une situation relationnelle, dans tous les cas ça évolue, et ça ne peut pas rester, ça peut rester tel quel, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de moments où ça doit évoluer, sinon ça pète et ça devient toxique, etc. C'est des mauvais choix qu'on fait sans le savoir. Du coup, ouais, c'est aussi ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a besoin d'évoluer sur le long terme en fait, et avec les bonnes personnes aussi. C'est important. Alors aussi, très souvent, je constate qu'il y a des personnes qui me disent que le polyamour, c'est tromper sans trop de culpabilité aussi.
La vérité, c'est que ça n'a rien à voir parce qu'en fait, le polyamour, c'est justement quelque chose qui se base sur la communication de tous les partis, avec le consentement de chacun des partis. C'est basé justement sur l'honnêteté. On dit à l'autre... En fait, c'est tourné autour d'un socle de règles qui sont intrinsèques à chacun. Il y a même des polyamoureux qui se posent, qui prennent un papier et qui disent, ben voilà, les règles qu'on se met. Voilà, par exemple, on ne côtoie pas quelqu'un plus de 3 fois, on ne côtoie pas quelqu'un à la maison. Enfin, il y a vraiment plein de règles qui sont propres à chacun. Mais ce n'est aucun cas de la tromperie, parce que dans la tromperie, il y a la notion de trahison, il y a la notion de le faire en cachette, dans le dos. C'est quelque chose de pas beau. D'ailleurs, les polyamoureux sont souvent assez contre la tromperie. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Et donc, c'est important de le redire aussi parce que chacun est au courant. Et il n'y a pas de... Après, on peut toujours utiliser la technique du secret, c'est-à-dire décider ensemble qu'on ne va pas forcément se dire les choses. Qu'on va chacun être libre de faire ce qu'on veut, mais sans rentrer à la maison le soir, par exemple avec son couple socle, et dire ben voilà, écoute, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui ou quoi. C'est pas forcément nécessaire, parce que s'ils estiment que ça vient renforcer les insécurités ou c'est trop difficile à gérer, et ben il n'y a pas de souci. Dans ce cas, on met la technique du secret qui est aussi pas mal utilisée. Voilà. Tu veux peut-être Oui. continuer? Alors, Alors du coup, il rigole parce que moi, la jalousie, comment dire que c'est une bonne histoire d'amitié. Hein. En fait, à la base, on peut pas vraiment dire que je sois jalouse, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'insécurité et ça se ressent fort. Et je vais pas étaler mon passé, mais il y a un passif psychologique qui fait que je ne fais pas confiance et que j'ai tout le temps peur qu'on m'abandonne. Du coup, quand mes partenaires vont passer un bon moment, en fait, le cri du cœur, ça va être « Ah ! Et bah, ils ont plus besoin de toi !» Et du coup, c'est constamment, en fait, de combattre un petit peu ce premier réflexe et de me dire non, c'est un effet de ton cerveau, c'est pas la réalité. Et du coup, la jalousie en soi, enfin de ce que les gens comprennent de la jalousie, c'est ce que je vis à 100%, c'est de vouloir savoir ce qui se passe, parce que du coup quand on sait ce qui se passe, on contrôle un petit peu, donc on réussit à garder un petit peu une emprise sur les événements et les choses. De vouloir savoir où ils en sont dans leur relation, sur autre chose. En fait, c'est des comportements de personnes jalouses avec... alors, c'est pas une justification, parce qu'en soi, c'est pas excusable. C'est juste que ça permet de mieux comprendre comment je fonctionne et comment d'autres personnes fonctionnent. C'est de savoir où ils sont, avec qui ils sont, à quel stade ils en sont avec leur partenaire ou juste leurs autres relations, quelle que soit l'étiquette. Ça permet de placer une espèce de curseur, de dire bon, on en est là, et de se rassurer en fait, de se dire les choses elles sont comme ça pour l'instant. Du coup d'articuler un petit peu la façon dont moi je dois me placer, de la façon dont comment je dois gérer mes émotions, me rassurer moi-même tant que je peux. Après si ça marche pas, il faut que je les sollicite pour que eux-mêmes me rassurent, etc. Donc ouais, moi la jalousie, c'est un combat de tous les jours, hein, on va dire. J'ai pas encore trouvé la recette miracle pour plus la ressentir. Et la compersion, comme disait Alex, je connaissais un petit peu le mot du coup une fois que j'ai commencé à mettre le nez dans tout ce qui était l'éducation sur le polyamour. C'est compliqué de le ressentir. Je le ressens en fait, j'ai eu un exemple, c'est quand je vois avec sa copine Alexandra. Là, ouais, compersion à balle parce qu'ils sont trop mignons, voilà, ça fait plaisir à voir. La compersion, du coup, c'est vraiment basé sur le fait d'être heureux quand mon partenaire l'est. Et du coup, forcément, ça demande à travailler sur ses insécurités, ses peurs, ses angoisses d'abandon, tout ce qui fait partie de l'être humain en règle générale. Ça demande à travailler sa jalousie, du coup, forcément, pour arriver à obtenir le plus gros taux de compersion. Pour des personnes, c'est quelque chose d'assez facile, pour d'autres moins. Ça demande un certain travail. Voilà. Je pense qu'on est
tous jaloux à un moment ou à un autre. En fait, on peut être jaloux de tellement de manières différentes, mais aussi sur des gens différents. On n'est pas forcément jaloux que de ses crushs ou de ses copains, etc. On peut être jaloux de ses amis, on peut être jaloux de ses collègues, on peut être jaloux même de membres de sa famille. Enfin, c'est tellement diversifié en fait que oui, ça m'arrive et ça arrive à tout le monde en fait. Mais juste que là, je suis plutôt contente de moi, c'est que j'ai vraiment appris à gérer cette jalousie, à me demander d'où ça vient, pourquoi je suis comme ça, etc. Et surtout au fur et à mesure, tout simplement en parler. Quand on se rend compte qu'il y a une jalousie quelque part, soit ça vient de nous, soit ça vient de la personne en face, soit un peu des deux. Ça peut venir que de nous parce qu'on a beaucoup d'insécurité, ça arrive assez fréquemment. Et en fait, j'ai réussi à gérer, au tout début de quand je me suis rendu compte que j'étais polyamoureuse, par le principe de ce que j'appelle le principe de réciprocité. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais un crush qui était très loin de moi, qui était sur la côte bordelaise, donc Lyon, Bordeaux, c'est un peu loin. Et en fait, quand je me sentais pas très bien, quand je savais qu'il allait peut-être voir d'autres gens, je me suis dit, meuf, tu fais pareil. Tu as ce droit-là. Pourquoi cette personne-là n'aurait pas ce même droit-là, en fait ? Et en fait, ce principe de réciprocité, même maintenant, j'utilise beaucoup pour tout simplement me calmer quand à un moment ça va pas, quand je suis vraiment trop stressée. Je me dis, écoute, cette personne a ses droits fondamentaux, tu les as aussi. Il n'y a pas de raison que tu jalouses un de ces droits que tu as aussi. Tout peut se désamorcer tout simplement par de la communication, même en quelques minutes. C'est formidable, mais malheureusement, sur la théorie, c'est simple. Et sur la pratique, pas du tout, parce que je me rends compte que la jalousie de couple, c'est entre guillemets, c'est devenu normal, c'est limite s'ils sont pas jaloux, c'est bizarre, alors que c'est tout le contraire. Je trouve qu'une jalousie maladive, c'est hyper toxique dans tous les cadres de relation et qu'il faut apprendre, désapprendre cette jalousie et apprendre sur le fait que c'est normal qu'on la ressente, mais c'est pas normal qu'on la cultive. Voilà, c'est 2 points légèrement différents selon moi. La première fois que Tom est venu à la maison, oui, ça a été un peu dur. Effectivement. Ça a été un petit peu difficile. Je pense qu'on serait allé chez lui, ça aurait été plus simple. Parce que c'est quand même... avec lui, on a toujours vécu ensemble depuis le début de notre relation. On devait quand même rentrer quelqu'un d'autre, un truc qu'on partageait que tous les deux, quand même, mine de rien, quand même, depuis longtemps. Donc ça a été un petit peu dur. Voilà. Je dirais pas que je suis plus jamais jaloux, c'est pas vrai. Je pense qu'on peut pas s'empêcher jaloux, on peut pas s'empêcher de ressentir des choses. Par contre, on peut apprendre à le gérer. On peut apprendre à le gérer et à se dire, ok, là je me sens un peu en insécurité, pourquoi en parler, dire, là, voilà, moi cette situation, ça m'est pas très bien, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange ? Et en général, ça passe très très vite. Voilà. Bien sûr qu'il y a des moments où quand ma compagne elle a des interventions, fait des choses avec l'autre, des fois tu fais, ah voilà. Mais ça passe et on apprend à identifier et à se rendre compte de ce que c'est la jalousie et on le gère au quotidien en fait. C'est un peu compliqué, c'est pas forcément agréable de ressentir de la jalousie, mais du fait d'en parler, ça aide. Je sais que pour moi, je veux pas que ce soit quelque chose de tabou. Alors c'est tout sauf tabou la jalousie pour moi. Donc c'est vraiment, j'en parle directement, là je suis, sans dire genre une crise de jalousie ou juste là je suis jalouse. Et voilà. On parle, genre j'ai besoin qu'on parle pour que j'essaie de comprendre pourquoi je ressens ça. Et il y a un peu ce truc de souvent la peur de l'abandon, classique, El Classico, quoi, genre vraiment. Donc, et j'avais un peu je me remettais souvent en question en me disant, mais est-ce que le polyamour, la relation libre, c'est fait pour moi parce que je ressens de la jalousie ou quoi, et en plus, souvent, je veux dire, j'ai des proches, ils sont tous dans des relations exclusives, on me dit, ouais, mais là, tu vois, tu ressens quelque chose, c'est pas normal en fait, et du fait d'en parler avec des gens qui sont pas forcément dans du polya ou de la relation libre, du coup, tu te remets encore plus en question,
Et du coup, j'ai décidé de plus trop parler aux gens qui sont pas en relation, parce que du coup, en fait, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Et les gens ne sont pas dans le polia, donc voilà, mais... Je pense que si un jour il y a la deuxième relation de ma compagne qui s'en va, ça peut être dur que pour elle. Clairement. Clairement. Là, enfin, ça fait 1 an qu'il vit chez nous 1 mois sur 2. Moi, je me considère pas en couple avec lui, mais s'il sort de nos vies, ça va être dur. Ça va être très dur pour moi aussi. Je pense que alors, ça va être très étrange parce que ça va être une rupture amoureuse qui en sera pas, mais ce sera une grosse rupture quand même, ouais. Clairement. Ouais. Voilà. Et là, je me rends compte au fil des mois qui passent que cette histoire de méta-amour, c'est pas juste histoire de mettre un mot sur comment ça s'appelle. C'est un vrai type de relation spécifique. Voilà. Aujourd'hui, dire que c'est un ami, ça me semblerait pas du tout juste. Voilà. Et je me sens pas amoureux de lui non plus. Pas du tout. On a vraiment cette relation de méta-amour spécifique où on a construit ensemble notre relation autour du fait qu'on aimait la même personne. Voilà. Enfin, ça a pour le coup rien à voir avec de l'amitié, de l'amour ou quoi. Après, voilà, c'est quelque chose qui est, pour moi, pour le coup, qui est en train de se faire. Et oui, le jour où il part, ça va être terrible. Ouais, ça, je me sens mal un peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand mes relations elles se rencontrent et que ça se passe bien. Et là, cette année, on a fait la Saint-Valentin polyamoureuse, c'est-à-dire qu'on s'est tous vus pour la Saint-Valentin, on a fait un repas et tout. Et il y en avait qui se connaissaient, il y en avait qui se connaissaient pas encore, et du coup, c'était l'occasion de se rencontrer et tout. Et juste, des fois, t'as des moments où tu te mets en vision extérieure et tu regardes tout le monde et tout le monde s'entend bien et ça se passe bien et t'es en mode... Et aussi le fait de se rencontrer peut enlever de la jalousie parce qu'on a tendance aussi à idéaliser des personnes quand on les connaît pas. Et le fait de les rencontrer et de voir qu'en fait c'est des humains, c'est en mode ah ok d'accord, en fait ça va, j'ai pas à être jaloux. Depuis qu'elle est toute petite, j'ai dit à ma fille qu'elle pouvait avoir une amoureuse ou un amoureux et qu'elle pouvait en avoir plusieurs. Enfin, qu'elle pouvait en avoir plusieurs, ça a commencé quand moi aussi j'ai commencé à prendre conscience que c'était possible, bien sûr. Donc je lui ai toujours dit depuis très longtemps, en me disant que bon, ça permettrait peut-être qu'elle ait une certaine ouverture d'esprit. Ça fait que elle a déjà eu des amoureux et des amoureuses. Alors, elle a 12 ans, donc c'est des relations qui étaient de son âge, mais le fait est que pour elle, ça fait pas vraiment de différence. Et que quand je lui ai dit que j'étais polyamoureux, donc c'est quand j'ai eu ma deuxième vraiment amoureuse et que je lui ai dit écoute, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, donc elle connaît un peu ma première amoureuse, et je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un d'autre, elle m'a dit ah c'est trop bien et tout. Et elle a trouvé ça super normal. Et quand je lui ai demandé si elle avait des questions, et qu'elle n'hésite pas, elle m'a dit ah non, pas de problème. En fait, bon après ça tient peut-être à son tempérament aussi, mais je pense qu'elle s'en fiche complètement de comment je relationne avec les gens et si j'ai plusieurs amoureuses. Au contraire, elle trouve ça trop bien, parce que j'ai l'air heureux quand je lui en parle en fait. Il y a un point souvent qui pose problème sur la relation polyamoreuse quand on en parle, c'est les enfants. Voilà. C'est ça. Avoir des enfants dans une relation polyamoureuse. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Aujourd'hui, quand j'ai lu... parce que du coup, moi, les enfants, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. Du coup, je me suis posé la question, fatalement, voilà, de comment... ça... Aujourd'hui, tous les témoignages que j'ai eu d'enfants qui ont été élevés par des familles polyamoureuses, parce qu'il y en a aujourd'hui quand même, des personnes qui sont adultes aujourd'hui qui ont été élevées dans ce cadre-là. Voilà. Ce qui en ressort, c'est... en fait, il y avait juste plus de gens pour s'occuper de moi, en fait. Voilà. Il y avait plus de gens pour faire attention à moi, et plus de gens pour s'occuper de moi, et c'était incroyable, en fait.
on parle pas assez de qu'est-ce que c'est de l'enfer que ça peut être d'être 2 ou tout seul à élever un enfant. Pour moi, personne devrait avoir cette charge en fait. Élever des enfants de manière collective, ça me semble quand même beaucoup mieux. Voilà. Que ce soit pour eux, parce que plus de personnes égale plus d'ouverture, plus de curiosité, plus de tout, plus de mieux pour le développement de l'enfant. Et pour les adultes, moins de pétage de plomb face à ce travail, quoi. Qui en est un, en fait. Voilà. Qui aujourd'hui n'est pas considéré comme tel du tout. Voilà. Oui, c'est pas considéré comme un travail d'élever un enfant. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est évident que ça doit être quelque chose de partagé, en fait. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si on interroge des gens qui ont des enfants, enfin, ils sont tout le temps contents. Des tas de gens disent qu'ils sont contents de mettre les enfants chez les grands-parents, les tantes, etc. Derrière. Bah oui, parce qu'effectivement, élever des enfants tout seul, c'est pas possible. Moi, pour le coup, le plus bel acte en polyamour pour l'instant, au final, je dirais que c'est la place que Marion m'ont donné le droit d'avoir vis-à-vis de ce petit ange. Parce que les premières discussions qu'on avait eues avec Marion à ce sujet-là, c'était c'est mon bébé avec tu t'en occupes pas. Moi j'avais dit, il n'y a pas de souci, c'est votre enfant, c'est normal, c'est vous qui décidez la place que je peux avoir dans sa vie. Quoi qu'il arrive, j'habiterai avec vous, donc il se serait fréquemment en sa présence. Maintenant, le rôle que j'ai à ses yeux, avant tout, c'est vous qui décidez. Puis le temps passant, les discussions se faisant, au final, elle m'a fait finalement, t'as l'air d'être plutôt quelqu'un de bien. Et si tu veux, j'aimerais bien que tu aies un peu plus de place dans la vie de mon fils que juste un homme qui habite dans la même maison que lui. Et du coup, donc, je suis son beau-père, son papa bonus. Il a son papa qui est là, et il y a moi en plus qui suis aussi un papa bonus. Et ouais, je pense que c'est la plus belle chose en polyamour pour l'instant que j'ai été amené à rencontrer et à vivre. Par exemple, mes parents, ils m'ont dit, j'ai été élevé par ma grand-tante, mon grand-père, toute une famille. Et en fait, ça existe. Et même en Europe, quand tu regardes, je sais pas, on va dire des ZAD ou des trucs comme ça, des endroits où il y a plusieurs personnes qui vivent en communauté sans avoir justement ce côté mono. Je sais qu'il y a ça arrive aussi aux États-Unis en ce moment. Enfin, je sais qu'il y a partout dans le monde des petites tribus, et je pense que c'est ça qui va beaucoup changer. Je pense que on va vivre en tribu. On aura des grandes colocs à plusieurs, et on s'occupera des enfants de tout le monde. Enfin, s'ils veulent, quoi. Enfin, bien sûr. Ouais, je pense que c'est ça qui va changer la famille. Pour les gens qui sont polyamoureux, qui ont des enfants, il y a l'aspect moralité dans la loi. Donc du coup, je sais que des couples qui se sont séparés, notamment, des femmes célibataires avec beaucoup de partenaires se sont vu reprocher le fait qu'elles aient beaucoup de partenaires, et en tous les cas, pas forcément retirer la garde de leurs enfants, mais on a questionné ça. Et des situations où des gens en couple polyamoureux dans des divorces où le partenaire se sert de ça en disant oui, mais regardez, elle est où il est polyamoureux, c'est problématique. Donc du coup, pour ça déjà de base, c'est un peu tabou et marginalisé. Et ensuite, un peu sur ce que tu as dit, quoi. Effectivement, il y a des personnes qui le vivent. On peut leur dire, ils sont curieux, ils sont curieux de te poser des questions et de savoir de quoi tu parles. Alors bien sûr, ils ont tous des fantasmes, ils le disent plus ou moins maladroitement, ou ils le questionnent plus ou moins intelligemment. Mais ça me dérange pas trop, et t'as vraiment une partie du monde où c'est des représentations figées, et ça, c'est pas compatible, quoi. Et on en avait beaucoup ri, notamment pour rencontrer des mecs. C'est très drôle. J'ai l'impression que c'est presque plus facile, c'était presque plus facile de rencontrer des mecs qui étaient ok avec le fait que ce soit de l'adultère, mais qui, quand c'est du polyamour, sont en mode genre, franchement, ça me questionne. T'es sûr qu'il va pas venir me casser la gueule? Et toi, t'es en mode genre, non, parce que si c'était caché, ça rentrait dans un schéma qu'on a un peu vu, bon, qui est problématique pour plein de raisons, mais à la limite, pourquoi pas. Par contre, si c'est un truc où tout le monde est au courant, ça convient à tout le monde, tout le monde est bien d'accord, c'est chelou. Non, ça, j'en ai pas entendu parler, ça me fait peur.
Et ça nous avait fait beaucoup rire, ça, quand même. Et c'était ouf que, genre, c'est plus facile de trouver un mec pour une histoire de faire du sexe sans que personne soit au courant en mode adultère, que trouver un mec ok pour du polyamour établi. En mode genre, c'est vraiment con quand même. Le polyamour, je pense, était marginalisé jusqu'à, je sais pas, il y a 10 ans peut-être. Je pense, même peut-être un peu moins. En tout cas, c'était pas quelque chose de très connu. Depuis quelques années, j'ai l'impression que ça devient populaire. Mais je sais que dans certains podcasts que j'ai pu écouter, notamment dans les podcasts féministes, il y a des féministes polyamoureuses qui abordent la problématique entre le polyamour et le féminisme et qui disent que le problème, c'est que le polyamour est devenu super accepté, et notamment super accepté par les hommes, qui finalement s'en servent comme un élément féministe, mais en reproduisant des fonctionnements qui ne sont pas du tout féministes. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le polyamour a très très intérêt aujourd'hui à ne pas être tabou. C'est très bien, c'est très chouette qu'on puisse en parler. Moi j'en parle des fois à des clients, j'en parle des fois à des partenaires de boulot, à des gens que je ne connais pas. J'ai plus du tout peur de le dire aux gens et de l'exprimer quand ça semble pertinent en tout cas. Typiquement quand on me dit oh, et ta copine elle en pense quoi? Et en général j'aime bien répondre par un défi et pour voir les réactions aussi, j'avoue, je suis un peu joueur, j'aime bien répondre laquelle. Et ils disent ah bon, t'as plusieurs copines? Je fais oui, mais elles sont au courant? Oui. Et ça engage la discussion, et c'est intéressant, ça engage la discussion souvent c'est intéressant quand on est face à des personnes de 10 ans, 20 ans ou 30 ans de plus qui regardent ça avec beaucoup de... Ils sont très dubitatifs. Enfin, rapidement, si on dit ah, je suis polyamoureux, juste comme ça, comme on dirait ah bah je suis homosexuel, je suis gay, je suis lesbienne, etc. Ben tout de suite c'est ah tu fais des plans à trois, ou ah t'es juste libertin, ou ah c'est une phase. Les gens en fait ils cherchent pas à comprendre, pour eux la monogamie c'est tellement la norme que bah ils voient pas qu'il y a autre chose de possible et de beaucoup plus sain en soi. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, ouais, malheureusement. Souvent, en plus, il y a souvent ce truc de polia, il y a un truc très libertin. En fait, il y a toujours une image hyper négative de tout ça, alors que c'est bien plus grand, c'est bien plus complexe que juste... c'est des gens qui baisent à tout va et qui font n'importe quoi, et leurs enfants ils vont avoir des traumas parce que ils comprennent pas qui sont les papas, les mamans, et pour plein de gens c'est pas possible. En fait c'est irréel, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas du moins il n'y a pas de modèle visible, donc pour plein, j'ai l'impression que c'est une phase. C'est une période, t'es jeune, mais après tu seras posé. Peut-être la plupart des gens ne croient pas, je pense, aux relations polyamoureuses, alors que, si, ça existe, ça existe, et ça peut fonctionner, mais c'est juste on ne le montre pas forcément. On vit dans une société mononormative, quoi. On est dans une société très très ancrée sur la relation à deux, et du coup ça se construit pas tout seul, et ça c'est un travail, vraiment. J'ai du mal à imaginer une normalisation du polyamour dans une société telle qu'elle est aujourd'hui. Clairement, ça me paraît difficile. Je pense qu'on vit dans un système qui a trop besoin que les gens ne soient pas trop liés les uns avec les autres pour que ça devienne une norme qu'on accepte et qu'il soit un type de relation comme une autre. J'y crois pas du tout. Voilà. Jamais je me dis que peut-être dans 20, 30, 50 ans, le polyamour va devenir un type de relation comme les autres types de relations et que ça posera plus de problème. Ça, j'y crois pas du tout. Ça, je pense pas que ça puisse arriver. Voilà. Mais si
si ça arrive et ça généralise, ouais, le premier point, je penserais, c'est, ouais, je pense qu'on aura une génération plus heureuse. Et moins de divorces, tellement moins de divorces. Moins de divorces, moins de... En fait, moi je dirais moins de frustration aussi. Mais moins de divorces, moins de frustration, plus de couples qui restent ensemble, plus d'épanouissement dans les couples, des enfants qui vivraient beaucoup mieux les choses, parce que du coup, nécessairement, à partir du moment où t'es polyamoureux et t'as des enfants, bah si t'as des partenaires stables, sont heureux, grave, si tes parents sont heureux, de 1, et 2, si t'as des partenaires stables, on va dire, t'as des gens, ils sont depuis très longtemps dans ta vie, tu les vois, tu les croises. Forcément, tes enfants, ils vont pas les croiser en tant que représentants de figures paternelles ou maternelles, c'est pas la question. Juste, ce sera des amis qui verront souvent. Donc, ils auront d'autres référents, comme parrains, marraines, etc. Et c'est que du positif, ça fait que plus de gens qui s'occupent. Enfin, c'est juste que du mieux, en fait. Et tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi dire que, imaginez que nos soirées, c'est Eyes Wide Shut, alors qu'en vrai, la plupart du temps, c'est Netflix and chill, quoi. En fait, moi j'ai souvent dit, t'as plusieurs amoureux amoureuses dans ta vie. S'ils arrivent en même temps dans ta vie, tu fais comment ? Tu vas pas dire, attends, d'abord je relationne avec cette personne et après j'arrive vers toi. Et donc il y a pas mal de gens qui vont pas au bout de ce qu'ils ressentent du coup. S'ils ressentent des choses pour plusieurs personnes en même temps et qui doivent choisir, il y a beaucoup ce truc de choisis en fait. Tu peux pas choisir les deux, c'est pas possible. Mais merci. Mais je pense qu'il y aurait moins de frustration aussi là-dessus. Être avec une seule personne toute sa vie, ça a l'air compliqué quand même. C'est un fait dont on parle souvent, c'est voilà, les gens qui se marient divorcent très souvent quand même. Que aujourd'hui, quand on voit que 50% des divorces c'est pour adultère, ouais. Je suis persuadé que aujourd'hui, que plein de gens qui sont aujourd'hui dans relations monogames, etc., si c'était même à un seul moment dans leur vie vraiment donner cette possibilité d'une ouverture de leur couple quelconque à un moment, ça leur a évité de ne plus avoir de couple du tout aujourd'hui. Hein, c'est pas parce que tu sens le besoin d'être un peu à côté de ta relation que t'es pas capable d'aimer quelqu'un pour le restant de tes jours ou de créer une relation avec lui ou quoi que ce soit. Voilà. Je pense qu'il y a une culpabilisation générale là-dessus qui est ultra présente du fait du manque de modèles dans la représentation, dans la fiction, etc. C'est peut-être ça, on ne sait pas dès le début tout, surtout quand on démarre avec rien, avec personne autour de soi, mais déjà s'informer sur le sujet et trouver peut-être des groupes d'entraide où on peut en parler, etc., pour mieux l'appréhender, pour mieux en discuter. Parce que quand on est largué au milieu de nulle part, sans accroche, sans information, ça peut faire peur et surtout derrière on peut faire beaucoup de bourdes, beaucoup de boulettes qu'on peut regretter encore très longtemps après. C'est un peu mon cas, malheureusement, on est un peu passé par là. Mais du coup, maintenant que la parole se libère beaucoup plus qu'avant et qu'il y a beaucoup d'accessibilité sur plein de groupes très safe, des pages Instagram très bien faites avec beaucoup de conseils intéressants et beaucoup de choses vraies, maintenant je pense que c'est plus facile de rentrer dans le polyamour sereinement, avec moins d'appréhension et peut-être un conseil particulier que je dirais, c'est de se pardonner le plus possible et de pas trop culpabiliser si on a fait une bêtise parce que c'est normal, on en fait tous. Le principal, c'est de savoir ce qu'on a fait, de l'accepter, d'en parler et de se pardonner soi et de faire en sorte que la personne en face avec qui on a fait la faute nous pardonne aussi, mais que dans le cas où ce n'est pas possible, de passer outre et de pouvoir avancer tout de même. Je vois beaucoup trop de personnes qui s'oublient et qui encaissent des choses qu'elles ne devraient pas encaisser par peur d'être catégorisées comme une fausse polia ou sur le truc. Je veux dire, la jalousie, c'est normal quand on la ressent, ça fait partie de la relation. Être polyamoureux, c'est pas ne pas ressentir de jalousie, c'est ressentir de l'amour pour plusieurs personnes. La jalousie, c'est normal.
Les premières fois, on tâtonne, on se dit, tu rencontres une fille géniale ou un gars génial et tu te dis, est-ce que je lui dis ou pas? Quand est-ce que... Enfin voilà, et c'est pas facile, mais faut en fait. Faut pas faut pas se retenir, il faut se dire, bon ok, ça passe pas. Et... Ouais, du coup, ouais, y aller mollo et déconstruire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une idée reçue, comme quoi on peut lire dans la tête des gens. Mais non, en fait, la télépathie, ça n'existe pas. Il faut arrêter de prendre ça pour acquis. Même dans les couples qui sont ensemble depuis 10 ans, la télépathie n'existe pas. Le non-dit, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Et au bout d'un moment, il faut dire les mots. Les mots sont là pour quelque chose et il faut les utiliser à bon escient. Le plus important vraiment en polyamour, enfin après au final je dis en polyamour mais dans n'importe quelle relation, le plus important c'est la communication. Après encore plus en polyamour avec ce qui peut se passer, ça va être donc communication, honnêteté, franchise et placer les limites de chacun dès le départ. C'est-à-dire demander tout de suite, si jamais je rencontre quelqu'un, est-ce que tu veux tout savoir? Est-ce que tu veux juste connaître son nom et savoir qu'est-ce que j'envisage avec elle ou il? Enfin voilà, prendre conscience des limites de chacun, que chacun va avoir sa façon de fonctionner, ses objectifs, enfin voilà, on fonctionne, même si on a envie de vivre ensemble, on fonctionne chacun différemment et il faut en tenir compte. Donc vraiment la communication, prendre le temps de voir comment l'autre fonctionne, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir pour se rassurer justement. Enfin, comme je dis, moi j'ai pas le souci de la jalousie, donc je vais être prêt à discuter de n'importe quoi avec Marion vis-à-vis de n'importe qui d'autre. Si elle a besoin d'en parler, moi je suis heureux de pouvoir l'aider à résoudre le problème, à avancer, à progresser. Je sais que Marion n'est pas exactement la même dynamique et que si jamais je m'investis envers quelqu'un d'autre, elle veut savoir que cette personne existe. Peut-être que plus tard, si elle voit que ça dure et que c'est sérieux, elle voudra la rencontrer. Au-delà de ça, disons qu'elle veut savoir quand je suis avec, mais ça va s'arrêter là. Quand on rentre, quand on se dit on est poli et tout, on parle vraiment d'honnêteté et communication. Et je me suis rendu compte que tout ça, en vrai, j'aurais pu le faire avant de mon coming out poli, et j'aurais peut-être eu des relations beaucoup plus saines et tout. Et ouais, ça, du coup, j'ai vraiment appris avec le polyamour, parce que tu peux rien cacher, tu dois rien cacher, tu caches pas en fait. Et c'est comme ça en fait, et c'est bien. Il y a une vraie confiance. Et si on doit se dire les trucs, on se le dit. Si tu veux faire un plan, qu'il faut que tu le dises. Et pareil, j'ai rencontré quelqu'un, c'est génial. Et je pense que être dans ce type de relation, je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Qu'on peut toujours faire différemment, qu'on peut toujours se questionner sur comment on fonctionne et qu'il ne faut pas hésiter à changer, en fait. Voilà. Qu'il n'y a pas un moment où on décide go, on fait comme ça, et que si on n'est pas capable de tenir juste au bout, ça veut dire qu'on a raté ou qu'on n'est pas quelqu'un de bien, quoi. Jamais. Il y a plein de choses que j'ai vécues, que j'aurais jamais vécues dans une relation exclusive. C'est un peu complexe parce que du coup, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas... Enfin, écoute, un peu paumé ok, comment ça se passe, mais en fait, libre à toi. Si là, à ce moment-là, t'avais décidé de fonctionner comme ça, ça va pas marché, et on va rebondir dessus. Et on va voir pour trouver une autre manière de fonctionner, et tu te rends compte que ça marche. Enfin, en fait, c'est ce truc d'être en recherche constante. Ça peut faire peur, mais c'est aussi hyper intéressant, parce que du coup, moi souvent je dis, le polia c'est une expérience sociale, mais incroyable, quoi. Enfin, je me dis, il y a plein de trucs, des rencontres que j'aurais jamais faites. Enfin, je me dis, j'ai quand même une chance. Enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut vivre tout ça. Donc, du coup, je suis vraiment contente de me dire, waouh, genre, je rencontre des gens trop cool grâce au fait d'être polia, c'est trop bien. Si vous êtes polyamoureux, bienvenue, bon courage. Si vous êtes découvert, ça va pas être forcément facile au quotidien avec votre entourage, ou même pour vous physiquement et tout, mais vous avez fait un pas, et puis maintenant faut y aller, quoi. C'est cool, ça vaut le coup, vous êtes ce que vous êtes, et c'est sympa.